Merci infiniment pour votre écoute. Je vais maintenant donner la parole à Mathieu Ricard. Je voudrais tout d'abord faire une déclaration d'humilité de me retrouver ici à la tribune, alors qu'il y a de nombreuses grandes voix de la défense des animaux, de grands spécialistes, d'éminents spécialistes du droit des animaux et des militants qui, de tout leur cœur, font avancer cette cause au jour le jour. Donc, je vais essayer de me faire le mieux possible l'avocat de vous tous. Il est certain que, merci beaucoup, mesdames les députés, d'avoir tout votre combat et de ce que vous avez initié ainsi de façon si puissante. Je crois qu'on ne peut pas arrêter la civilisation en marche. Rappelez-vous qu'il y a seulement 2 siècles, on allait le dimanche après-midi, au lieu d'aller voir des matchs de foot, on emmenait femmes et enfants voir des personnes se faire pendre ou se faire supplicier sur la roue, sur la place publique. La dernière sorcière a été mise à mort en Suisse en 1825, c'est pas si longtemps que ça. Donc nous avons aboli l'esclavage. À l'époque, les députés anglais pensaient que c'était chose impossible, que l'Empire britannique ne pouvait pas économiquement survivre sans l'esclavage. Et 10 ans plus tard, l'esclavage était aboli. La Convention internationale contre la torture, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous avons maintenant passé de 1,5 milliard de personnes à 800 millions de personnes qui sont encore sous le seuil de la pauvreté. Les buts du millénium des Nations Unies, tout ça, c'est d'immenses progrès de civilisation. On ne peut plus revenir en arrière, retirer le droit de vote aux femmes et se dire l'esclavage, c'était pas si mal finalement, ça avait du sens économiquement. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire comme grand pas de civilisation ? Nous devons faire face à cette immense incohérence éthique qui reste, qui est la nôtre. À savoir, nous sommes tout, ils ne sont rien. La valeur de la vie humaine est à juste titre non négociable. On ne peut plus mettre une étiquette. Il reste bien sûr du trafic humain. Il y a encore 4 millions ou quelque chose d'esclaves dans ce monde, mais au moins c'est contre toutes les lois internationales. On ne peut plus dire la valeur de la vie humaine, c'est 100 000 euros, 50 000 euros, ce n'est plus possible. Mais quand on en vient à la valeur intrinsèque de la vie animale, elle est quasiment nulle, sauf si elle a une valeur commerciale ou d'intérêt, d'agrément pour satisfaire les besoins ou les intérêts humains. Les animaux sauvages restent nullus, chose nulle. Vous en faites ce que vous voulez. Jusqu'à l'an dernier, les animaux d'élevage étaient des biens mobiliers, des tabourets qui se déplacent. Donc un peu de bon sens. Mais tout cela vient tenir au fait que nous manquons totalement de considération pour les faits, à savoir que les animaux sont des êtres sensibles, qu'ils ressentent comme nous la douleur, qu'ils ont des émotions. Et si nous avons des émotions, de l'intelligence, si nous sommes équipés pour sentir la douleur, c'est le résultat de millions d'années d'évolution. Et ce n'est pas tombé du ciel brusquement. Nous avons commencé à être intelligents, commencé à ressentir la douleur, commencé à recevoir des émotions. Et donc il y a un continuum que personne ne saurait nier, et donc nous devons prendre conscience de cela. Donc, de quelle façon les traitons-nous ? 120 millions d'animaux chaque heure sont tués pour les intérêts humains. C'est comme si ça n'existait pas. En une semaine, ça fait autant de morts que de personnes tuées dans toutes les guerres de l'histoire de l'humanité. Et c'est toutes les semaines, et encore, et ça continue comme si de rien n'était. Donc là, vous avez une incohérence éthique fondamentale. Si vous posez la question à une assemblée, je l'ai fait plusieurs fois pour tester la chose, êtes-vous en faveur de la morale? Tout le monde lève la main. Êtes-vous en faveur de la justice? Tout le monde lève la main. Pensez-vous qu'il est juste et moral d'infliger des souffrances non nécessaires à des êtres sensibles? Une fois, une personne a levé la main, j'étais très intéressé, il a mal compris la question. Le débat s'arrête là. Aujourd'hui, ces souffrances ne sont plus nécessaires, à part quelques peuples, pêcheurs ou esquimaux, on ne va pas les embêter, mais ça fait 98% de l'humanité n'a pas besoin de continuer à faire ce massacre en masse. Vous avez vu les chiffres, c'est énorme. Non seulement on n'a pas besoin, mais tout le monde y perd. Les animaux en premier, 60 milliards d'animaux terrestres, 1000 milliards d'animaux marins par an. Et ça recommence tous les ans, encore et encore. Donc c'est un zéocide, ce n'est pas comme d'exterminer un peuple ou une civilisation ou une culture ou une religion, c'est de les faire naître encore et encore pour les tuer encore et encore. Donc c'est énorme. Et en même temps, donc les animaux sont évidemment les premières victimes. Mais pas seulement ça, l'élevage industriel et toute la chaîne de production de viande est maintenant la deuxième cause d'émissions de gaz à effet de serre, 15% dans le monde. Après les habitations et avant même les transports, ces fameuses voitures, bateaux, avions, etc., qui polluent tant. Le rapport du GIEC a dit que si la consommation de viande continue à augmenter à la même rapidité
à cause de pays comme la Chine, dont le GDP augmente constamment et qui mangent de plus en plus de viande. Ce facteur à lui seul, si la consommation doublait d'ici 2050, interdirait de rester en dessous de 2 degrés de réchauffement global, ce facteur à lui seul. La pauvreté dans le monde. On expédie 750 millions de tonnes de céréales d'Amérique latine et d'Afrique vers les pays riches pour produire de la viande. C'est une usine de protéines à l'envers. Il faut 10 kg de protéines végétales pour faire 1 kg de viande. Ça pourrait nourrir 1 milliard de personnes. Ça n'a pas de sens. Alors qu'il y avait une famine en Éthiopie, on continuait à exporter du grain pour la production de viande en Angleterre. Ces choses-là sont insensées. Et cerise sur le gâteau, ou j'oserais dire sur le gâteux, comme dit ma mère, c'est même pas bon pour la santé humaine. Après tout ce qu'on vous a rabâché, que nos enfants, si on avait un régime végétarien comme alternative à l'école, ils vont dépérir, ils vont avoir des anémies, etc. Les études sont bien connues. Certaines ont été réalisées à Harvard sur 18 ans, sur 100 000 personnes. Mais l'OMS a donc rassemblé 400 de ces études et a conclu sans ambiguïté que la consommation régulière de viande rouge et de viande traitée, mais le reste aussi, était en gros nocif à la santé. Donc qu'est-ce qui gagne dans cette affaire ? Alors, vous demandez aux gens pourquoi tenez-vous tant à continuer à manger de la viande? La réponse est très simple. Une enquête a été faite en Australie. 80% parce que j'aime ça. Eh bien, écoutez, la vie d'un animal est plus important que le goût d'un aliment. Et ça, il faut qu'on vienne à ça. Deuxième raison avancée, parce que dans la famille, ce n'est pas pratique de ne pas manger de viande. Bon. Troisième raison, parce que je ne sais pas quoi faire à manger. Ben, il y a des très bonnes recettes de cuisine. Maintenant, c'est délicieux, je vous assure. Donc, il n'y a pas une... Alors, la tradition... Tout ça, ce sont des descriptions. Mes goûts, la tradition, ces descriptions n'ont aucune valeur éthique et morale. Et donc, il est temps d'avoir une éthique logique. Parce que des gens qui sont doués de raison, de logique, quand on en vient à la question des animaux, c'est le chaos intégral du point de vue de la logique. Moi, on m'a souvent opposé, après la sortie de mon modeste livre, un argument que je ne m'attendais pas. Ben, d'ailleurs, Franz était présent, une philosophe distinguée m'a dit « Ne trouvez-vous pas indécent de vous occuper des animaux alors qu'il y a tant de souffrances en Syrie et partout ?» Asséné de cette façon, vous vous sentez tout bête. Sauf que, en quoi est-ce que tuer 60 milliards d'animaux terrestres par an, ça aide les réfugiés en Syrie, les droits de l'homme en Chine ou autre chose? Et en quoi arrêter va-t-il nuire aux personnes du Darfour? C'est complètement absurde, ça n'a aucun sens. Il ne s'agit pas de moins aimer les humains, il s'agit d'aimer mieux tout le monde. Et d'ailleurs, pour ceux qui en doutent, que comme vous le disiez, si vous vous occupez des animaux, vous allez moins vous préoccuper des humains, ma fibre scientifique m'impose de citer une étude faite en neurosciences où on a mis dans des IRM 30 personnes qui étaient végétariennes pour des raisons éthiques et 30 personnes prises au hasard dans la population. Et on leur a présenté des images de souffrance humaine et de souffrance animale. Eh bien, figurez-vous quoi, ils ont réagi, les végétariens réagissent beaucoup plus aux souffrances humaines comme animales, et les autres beaucoup moins aux deux. Donc, comme disait Lamartine, on n'a pas deux cœurs, un pour les animaux et un pour les hommes, on a un cœur, on n'en a pas. Et juste, si vous permettez une digression un peu philosophico-bouddhiste, si on compare la bienveillance au soleil qui brille sur tous, sans discrimination, si vous vous disiez, je vais simplement briller sur quelques-uns, mes enfants, mon petit chien, parce que je ne peux pas briller comme ça sur tout le monde, c'est trop fatigant. Qu'est-ce qui va se passer? Ces rayons de soleil vont être étriqués, biaisés, faibles. Vous allez recevoir peu de chaleur et peu de lumière. Donc, en essayant de faire cette discrimination, de vous concentrer uniquement sur certains objets de votre bienveillance, vous aimez moins tout le monde. La bienveillance et l'amour altruiste, ce n'est pas comme un gâteau au chocolat, on ne peut en donner qu'une partie à tout le monde. C'est une manière d'être, une attitude, c'est une qualité. Et donc, plus elle embrasse l'ensemble des êtres sensibles, plus elle est de meilleure qualité pour tout le monde. Donc, en bref, comme disait Gandhi, dans ce combat, les civilisations changent, bien sûr. Il disait, au début, on vous ignore. Hein. Je disais à France, au début, quand j'ai lu le livre de Rachel Carson, Printemps silencieux, quand j'avais 16 ans, j'étais ornithologue, on prenait tous pour des rigolos de première. Donc, au début, on vous ignore. Ensuite, on vous ridiculise. Hein, c'est ce qu'on fait. Il n'y a qu'à voir une étude faite sur les termes employés pour les défenseurs des animaux, les végétariens dans la presse. Ça a été fait en Angleterre sur le vocabulaire. C'est des gens dangereux, ils sont des extrémistes. Ils vont dire qui sont les gens les plus violents dans le secteur. Hein. Ce n'est pas ceux qui prônent de cesser d'infliger des souffrances aux animaux. Donc au début, ensuite, ils vous ridiculisent. Finalement, ils vous combattent. Ils disent, oh là là, finalement, attention, ça va faire changer les choses. On va nous enlever notre beefsteak de la bouche. La compassion, on va s'arrêter au bord de l'assiette. Mais maintenant, ils vont attaquer nos assiettes.
Donc ensuite, on vous combat et finalement, vous triomphez. Parce qu'on n'arrête pas la civilisation en marche. Nous avons besoin, au fond de nous-mêmes, d'une éthique cohérente. Nous avons besoin d'éviter la dissonance cognitive qui fait qu'on aime les chiens, qu'on mange les porcs et qu'on porte les vaches. Vous avez lu le livre de Mélanie Joy, elle a fait une très bonne expérience. Elle a servi un excellent ragoût le soir. Et là, finalement, on lui a demandé la recette. Elle a dit, bah, c'est simple, vous prenez votre épagnol breton, vous le coupez en morceaux, etc. Tout le monde, oh, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi? Notre ami Émeric Caron disait, on mange les escargots, on ne mange pas les limaces, on n'aime pas les SDF. Mais pourquoi? Quelle est la différence? Le spécisme, c'est une espèce de différence absurde, non seulement entre les humains et les animaux, mais entre les animaux entre eux. Il y a ceux qui sont mignons, ceux qui ne sont pas beaux, etc. Donc voilà, en gros, je pense qu'en tant que civilisation, et Gandhi disait, on mesure le degré d'une civilisation à la façon dont il traite les animaux, c'est pas qu'il était évidemment, et vous le savez, exclusivement préoccupé des animaux, il a libéré l'Inde de l'oppression, mais c'est un signe de la cohérence de notre éthique. Donc nous devons aller vers cette cohérence éthique, c'est en fait inévitable, parce que depuis un certain nombre de siècles, nous n'avons cessé de progresser vers le respect de l'autre, et le respect de l'autre maintenant, ça inclut 8 millions d'espèces qui sont nos concitoyens en ce monde. Ils ne sont pas là simplement pour nous amuser. Et Gilles Boeuf disait il y a 80 000 espèces de coléoptères. Ils ne sont pas juste là pour l'amusement ou l'utilité des êtres humains. Donc apprenons à respecter ces autres êtres sensibles. Ils ont la forme d'intelligence et de capacité dont ils ont besoin. Nous composons des opéras et des symphonies. Une barge rouge de l'Alaska sait naviguer sur les étoiles et sur la lumière polarisée pour faire 10 000 km non-stop pour arriver en Nouvelle-Zélande. Nous en sommes bien incapables. Elle a les capacités dont elle a besoin pour survivre. Donc respectons l'ensemble de cette biodiversité. De plus, si nous continuons de la sorte, déjà plus de la moitié de la population des espèces a disparu depuis 30 ans. Et nous allons, si on continue comme ça, à 30% de la disparition de toutes les espèces sur Terre, la 6e grande extinction depuis l'apparition de la vie sur Terre. Ce n'est pas une mince catastrophe, c'est un bouleversement. Et bien sûr que nous en serons parmi les victimes, pas les seuls, mais nous en ferons certainement partie. Et quand vous aurez 250 millions de réfugiés climatiques, hein, toutes ces histoires de ne pas savoir accueillir les migrants aujourd'hui, ça sera une autre affaire. Donc tout ça, c'est un combat d'ensemble. Le combat pour l'environnement est le grand combat du XXIe siècle. Le combat pour la cause des animaux fait partie intégrante de ce progrès de civilisation. Donc continuons ensemble et faisons rendre vraies les paroles de Gandhi. Merci.